Après la victoire de Donald Trump, la question hante nombre d'entre nous. Mais comment autant de personnes ont-elles pu élire quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui ment quotidiennement? You are fake news. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Does she drink? Is she on drugs? This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh. Pourquoi ces électeurs ne lui tiennent-ils pas rigueur de ses mensonges? Au fond, ce sont des questions plus larges qui sont soulevées. Comment le complotisme a-t-il pu gagner autant de terrain ces dernières années? Que faire avec ceux de plus en plus nombreux qui vivent dans des réalités parallèles? Quelle est la responsabilité de la gauche dans cette situation? Marteler les faits ne suffit plus. Alors comment s'y prendre? C'est la question que s'est posée l'autrice Naomi Klein. Dans son nouvel essai, elle explore ce monde parallèle, tout un monde souterrain de désinformation et de conspiration qui, selon elle, se nourrit du silence et des échecs du monde dit progressiste. Dans ce livre, elle explique que les causes que les progressistes défendent sont désormais dormantes et ont été usurpées, remplacées par des doubles distordus. Et pour en parler, j'ai l'honneur de la recevoir sur le plateau de Blast. Mais avant qu'on aille plus loin, laissez-moi vous présenter Naomi Klein. Naomi Klein, c'est l'une des plus grandes figures intellectuelles contemporaines. Autrice, journaliste et réalisatrice engagée, elle s'est imposée au fil des décennies comme l'une des voix les plus influentes de la planète sur les questions de mondialisation, de justice sociale et de lutte contre la crise climatique. Elle s'est fait connaître en 1999 avec No Logo, La tyrannie des marques, un ouvrage qui devient rapidement un best-seller international. Véritable manifeste contre la domination des grandes marques et le pouvoir croissant des multinationales, le livre explique alors les dérives du capitalisme globalisé, il dénonce l'exploitation des travailleurs dans les pays en développement et la marchandisation de la culture. À l'époque, elle attaque frontalement des multinationales comme McDonald's, Nike, Coca-Cola ou encore Starbucks, qu'elle accuse d'exploiter la misère. No Logo, ce n'est pas seulement un livre, c'est un appel à la résistance qui inspirera de nombreux mouvements altermondialistes à l'aube du XXIe siècle. En 2007, elle publie un autre ouvrage qui va marquer la scène intellectuelle mondiale, La stratégie du choc, une analyse du capitalisme du désastre. Elle y montre comment les élites économiques et politiques exploitent les crises, qu'elles soient économiques, climatiques ou politiques, pour imposer des politiques néolibérales souvent rejetées par les populations en temps normal. Ce concept, la stratégie du choc, résultat d'une longue enquête et s'appuyant sur de nombreux exemples historiques, devient une clé de lecture majeure pour comprendre les évolutions géopolitiques contemporaines. L'engagement de Naomi Klein pour la justice écologique prend une ampleur encore plus grande avec la publication de Tout peut changer en 2014. Ce livre plaide pour une transformation radicale des systèmes économiques et politiques afin de lutter contre la crise climatique. Elle y affirme que le capitalisme, dans sa quête incessante de croissance, est incompatible avec les limites planétaires. En 2019, elle poursuit cette réflexion avec On Fire, une série d'essais qui explore les solutions possibles pour faire face à l'urgence climatique tout en construisant des sociétés plus justes et inclusives. En 2023, elle a publié ce livre, Le Double, Voyage au cœur du monde miroir, dont nous allons parler dans cette émission. Au-delà de ses ouvrages, Naomi Klein est une militante de terrain et une conférencière engagée. Elle a collaboré avec de nombreuses organisations progressistes, notamment 350.org, qui militent pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, et elle a régulièrement soutenu des mouvements militants sur le terrain comme Occupy Wall Street en 2011. Son œuvre, traduite en 35 langues différentes, a été largement saluée par la presse, la critique et une grande partie du monde universitaire. Elle a reçu de nombreux prix et récompenses, dont en 2016 le prix Sydney de la paix. Elle est professeure à l'Université de Colombie-Britannique, elle a écrit dans les plus grands journaux du monde anglophone, comme le Guardian ou le New York Times. Naomi Klein est bien plus qu'une intellectuelle. Elle incarne une vision et un engagement qui transcendent les frontières académiques pour rejoindre des luttes très concrètes. Elle invite ses lecteurs à la réflexion, certes, mais aussi et toujours à l'action.
Naomi Klein, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir ici sur le plateau de Blast pour la publication de votre nouveau livre, Le double voyage dans le monde miroir, aux éditions Actes Sud. Alors, petite précision avant d'aller plus loin, cette interview sera en 2 versions, en 2 vidéos différentes. L'une est en anglais et l'autre est en français. Si vous voulez avoir la version uniquement en anglais, vous pouvez aller voir l'autre vidéo qu'on vous met en lien. À vous de prendre celle que vous préférez. Alors pour ce livre, tout est parti d'un immense malentendu. Vous vous appelez Naomi Klein, mais de plus en plus de gens vous confondent avec Naomi Wolf. Naomi Wolf, c'est ce que vous appelez votre double maléfique. Elle est autrice, comme vous, elle a presque votre âge, à quelques années près. Pendant longtemps, elle avait les cheveux comme vous, d'origine juive comme vous, sauf que c'est une figure ultra-conservatrice, réactionnaire et complotiste aux États-Unis, et ça, c'est pas comme vous. Et ça a été une figure de proue du mouvement féministe. Donc elle n'a pas toujours été comme ça, notamment avec son livre The Beauty Myth dans les années 2000, qui s'est beaucoup vendu, qui est très souvent cité en France comme une référence. C'est une progressiste qui a totalement basculé. Comment vous êtes-vous rendu compte qu'on vous confondait avec elle? Quelles conséquences a eu cette confusion sur votre vie, quand même l'algorithme de Twitter s'est mis à faire cette confusion? Quelles conséquences cela a-t-il eu sur votre travail et votre image publique? Je pense que ça faisait déjà un moment. C'était une sorte de gêne occasionnelle. Par exemple, je me connectais sur Twitter et quelqu'un était en colère contre moi pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je cherchais alors à savoir pourquoi il pensait que j'avais dit ça. J'arrivais toujours à remonter à la source. Ok, vous êtes trompé de Naomi. Donc je dirais que c'est un rappel permanent de garder votre Naomi dans le droit chemin. Ce n'était franchement pas grand-chose, c'est juste un peu pénible. Mais ça arrive à beaucoup d'entre nous en ligne. Parce que je ne pense pas qu'on soit fait pour se souvenir de tous les visages qui défilent devant nous. Donc notre cerveau classe naturellement les personnes dans différentes catégories. On est juste devenu une catégorie de Naomi qui écrit des livres de non-fiction. Ça a empiré durant la pandémie, pour diverses raisons. La première étant que l'on était trop connectés, les relations virtuelles étaient tout ce qu'on avait. La deuxième raison étant que, pendant la pandémie, elle a commencé à parler de la crise, du choc de la pandémie, comme d'un complot. Elle disait que c'était un complot pour détruire l'Occident, que c'était à cause du Parti communiste chinois. Please wake up, because not only is this genocidal impulse alive and well and active since 2020, they have new technologies to scale it around the world, digital and pharmaceutical technologies. D'abord le virus, ensuite le vaccin. Et il y avait toutes ces théories sur le fait que tout ceci n'était qu'un complot pour détruire les libertés en Occident. Et si vous jetiez un coup d'œil, ça ressemblait un peu à un livre que j'ai écrit, La stratégie du choc, qui parle des états de choc. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un vrai travail journalistique qui décrit les vrais chocs et les exploitations réelles. Alors que elle est très imaginative avec ses faits. Je pense qu'on s'ennuyait tous et c'est devenu l'une des blagues préférées sur Internet pendant un moment. Notamment lorsqu'elle a commencé à aller sur Fox News et à expliquer ses théories à Tucker Carlson, qui l'écoutait avec enthousiasme. Et ensuite, elle s'est rapprochée de Steve Bannon. Et maintenant, elle fait partie du cercle intime de Donald Trump. Parce qu'il est en train de nommer des personnes qui ont diffusé ce genre de désinformation. Une désinformation sur la santé au plus haut poste de santé possible dans sa nouvelle administration. Donc, je pense que les enjeux sont cruciaux. J'ai senti que c'était important quand j'ai eu l'impression que cette désinformation sur la santé mettait en réalité les personnes en réel danger, qu'elles prenaient des mauvaises décisions pour leur santé en se basant sur les fausses informations qu'elles diffusaient. J'ai donc pris tout ça un peu plus au sérieux, mais j'ai aussi trouvé, pour être honnête, que c'était un peu drôle, parce qu'en tant que personne qui a toujours écrit, j'écris sur les marques depuis mon premier livre, et je me rappelle un jour que quelqu'un a posté « Naomi Klein devrait faire un procès à Naomi Wolf pour violation de marque ». Et j'ai réalisé que c'était une vaste comédie à ce stade, que j'ai eu une crise d'image de marque. Donc j'ai décidé d'y consacrer un genre d'essai humoristique. Mais il devenait de plus en plus sérieux. Et la situation n'a pas changé.
Pendant une décennie, vous n'avez pas voulu corriger cette confusion pour ne pas lui donner aussi plus de visibilité. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de réagir là maintenant avec ce livre? Et surtout, quel était l'intérêt de l'enquête sur cette figure qui promeut aujourd'hui, on peut le dire, des idées fascistes, après avoir passé des années à combattre ces mêmes idées? Pour commencer, je précise une chose, le livre ne tourne pas autour d'elle. C'est un personnage. Elle fait partie des personnages sur lesquels j'enquête. Mais la manière dont je l'imagine, elle serait plutôt comme le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles, qui guide Alice à travers le trou de lapin. Donc, j'ai décidé de ne pas l'ignorer, de l'étudier. À cause de cette prise de conscience étrange et assez ironique, que j'avais une crise d'image de marque. Et je voulais réécrire sur l'image de marque, depuis mon premier livre qui traitait de ce sujet dans les années 1990, Nos logos. Parce que tout ça prenait beaucoup d'ampleur. Mais après la publication du livre, j'ai décidé de ne plus écrire sur ce sujet, car c'était en quelque sorte, je ne sais pas, j'avais besoin de changer de sujet, j'en parle dans le livre. Je décris comment les journalistes répétaient que j'étais devenue une image de marque. Et je me suis dit, tu sais quoi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je vais laisser ma curiosité et mon intérêt me guider, et non un désir de réaffirmer une sorte de niche de marché. J'ai donc complètement arrêté d'écrire sur le marketing. Mes livres suivants, La stratégie du choc et Tout peut changer, traitaient de sujets totalement différents. Ils traitaient de l'histoire économique, de coups d'État, de changement climatique. Mais inconsciemment, j'observais comment toute l'industrie du personal branding explosait à cause des réseaux sociaux. Et comment cela changeait vraiment notre rapport aux autres, notre compréhension de nous-mêmes, la construction des mouvements sociaux. On fait tous partie d'un système maintenant, ce qui était impossible quand j'ai commencé mes recherches car les réseaux sociaux n'existaient pas encore. J'ai écrit Nos logos avant la sortie de l'iPhone. Alors l'idée qu'une personne inconnue puisse devenir une marque n'était pas concevable à ce moment-là. Vous auriez eu besoin de votre propre agence publicitaire, ce qu'une personne ordinaire n'avait pas. Vous deviez d'abord être célèbre. Quand tout a commencé à évoluer avec les réseaux sociaux, que nous avions tous notre agence publicitaire à portée de main avec notre téléphone et les réseaux sociaux, c'était censé être gratuit, mais ça ne l'était pas en réalité. Je voulais revenir sur ce sujet et j'ai réalisé qu'avoir ma propre crise d'image de marque était une manière d'y revenir, car j'en faisais aussi partie. Parce que le truc, c'est que lorsque vous écrivez sur la culture, si vous êtes extérieur et vous agitez votre doigt en disant « Vous êtes les personnes horribles avec vos marques et votre culture de la performance, ne savez-vous pas à quel point c'est mal ?» Personne n'aura confiance en vous. Ils se sentiront juste jugés. Et la vérité, c'est que nous nageons tous dans les mêmes eaux et nous ressentons tous la même précarité. Nous construisons ces marques parce qu'on ne peut pas se raccrocher à un emploi, à une retraite ou à autre chose. Lorsqu'il s'agit donc des doubles de nous-mêmes, et qu'est-ce qu'une marque si ce n'est qu'un double que l'on crée, un personnage que l'on joue? Est-ce que c'est vous, en ligne, avec les bons filtres, la bonne lumière, avec la bonne phrase intelligente? Non, c'est un double de vous. Et les doubles des autres personnes interagissent avec votre double, lui font la guerre ou en tombent amoureux, ou que sais-je encore. Les entreprises de technologie récoltent bien sûr toutes nos données et créent des doubles de nous qui permettent de nourrir l'algorithme. Il y a maintenant des IA qui peuvent créer des deepfakes de nous. On vit vraiment dans une galerie des glaces. Et je pensais qu'étudier mon propre double était une manière de vivre dans ce monde de doubles dont je fais partie. Je ne suis pas extérieure, j'en suis complice. Je suis pilotée par les mêmes choses que tout le monde. Je pensais aussi que ça pouvait être amusant d'un point de vue rédactionnel. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à écrire ce livre que je n'en avais pris à écrire sur le changement climatique ou sur la stratégie du choc. Ce processus d'écriture m'a rappelé pourquoi, au départ, je voulais devenir autrice. Parce que c'est amusant de jouer avec les personnages et la langue. Oui, ce livre est vraiment très personnel. On vous donne plein d'anecdotes sur votre vie. On arrive vraiment à s'identifier à vous. Revenons-en au monde miroir que vous décrivez et qui est dans le titre du livre. Qu'est-ce que ce monde miroir exactement? Comment vous le définissez-vous? C'est le monde où mon double vit actuellement. Comme vous l'avez souligné, c'était une personne de gauche, une féministe de renom. Mais comme beaucoup de personnes, elle a changé. Elle est passée à autre chose. C'est une personne qui a été boycottée et rejetée. Ses comptes de réseaux sociaux ont été suspendus 6 ou 7 fois pour diffusion de fausses informations. Et je pense que pour des personnes comme vous et moi, lorsque des personnes de ce type disparaissent de nos réseaux, de notre fil d'actualité,
télé, on pense qu'ils n'existent plus parce qu'on n'en entend plus parler et que l'algorithme nous empêche d'en entendre parler. Mais j'ai décidé de m'intéresser à mon double et de comprendre ce qu'il se passait, donc je l'ai suivi à travers le trou de lapin. Et j'ai découvert tout un monde miroir, parallèle aux plateformes d'information. Quand elle a été bannie de Twitter, elle a ouvert un compte sur une plateforme qui s'appelle Getter, qui est un autre de ces réseaux sociaux parallèles de droite. Steve Bannon y est d'ailleurs très actif. Elle n'avait plus accès aux grands médias libéraux, mais c'était une star dans le podcast de Steve Bannon. Je ne connais presque personne qui écoute The War Room, mais il y a des millions et des millions d'auditeurs. Si vous êtes exclu de YouTube, vous allez sur Rumble. Le monde miroir est donc littéralement une infrastructure parallèle. Pour la droite émergente ou pour la droite divergente. Mais il contient aussi des arguments parallèles. Et il y a un monde dans lequel, si vous demandez à Naomi Wolf pourquoi elle n'est plus de gauche, elle vous répondra « Bien sûr, je suis toujours de gauche, je suis toujours féministe. C'est vous autres qui ne l'êtes pas. Je combats toujours le fascisme. Je me bats pour la liberté et l'émancipation. C'est vous autres qui êtes des fascistes. » Donc il y a toujours un argumentaire parallèle. Et ce ne sont pas seulement eux qui nous imitent. Ce que j'ai commencé à remarquer, c'est qu'à gauche, on est devenu très réactif. Lorsqu'un sujet devenait un sujet dans le monde miroir, on ne pouvait plus en parler dans notre monde. Il y a eu des doutes concernant l'origine du Covid, ils étaient très en colère à propos des écoles fermées pendant une longue période. Eh bien, cela ne devrait pas être un sujet de droite ou de gauche. On peut très bien aborder ces questions à gauche. Le bien-être des enfants nous tient à cœur. On a des soupçons sur les Big Pharma. Une fois que c'est devenu un sujet dans le monde miroir, on ne pouvait plus en parler dans les cercles respectables de la gauche et des libéraux. Donc, lorsque je parle de monde miroir, je ne parle pas seulement d'eux, je parle de la manière dont nous réagissons les uns aux autres, comme si nous étions des marionnettes inversées, reliées entre elles. Avez-vous vu le film Us de Jordan Peele ? C'est un peu un film d'horreur. No, I can't. No, horror movies, I cannot. C'est un film d'horreur avec des doubles, dans un monde où il y a une version de nous-mêmes qui vit cachée, mais avec laquelle nous sommes liés par des fils invisibles. Quand quelqu'un lève la main dans le monde caché, notre propre main se lève automatiquement. Je pense que nous sommes liés les uns aux autres, sans le savoir. Retournons à Naomi Wolf. Quand on lit votre livre, on comprend vraiment qu'elle ne s'épargne aucune théorie complotiste. Elle compare Obama à Hitler, elle ne cesse de prédire des coups d'État qui n'arrivent jamais. Elle a accusé le pays de sombrer dans le fascisme, les États-Unis, depuis 2007. Mais elle a expliqué que les vaccins constituent une grave menace pour la santé. Elle a considéré que c'était une arme biologique chinoise délibérément déployée contre l'Occident. China opened 14 manufacturing plants in Western Europe and 11 in the United States to distribute this injection. That's a bioweapon. Globalement, elle ne cesse de se contredire. Comme vous le décrivez dans de très longues pages, vous recensez un peu toutes ces interventions. Tout le livre, vous essayez vraiment de comprendre ce qui a pu la pousser à devenir comme ça. On sent presque une forme de fascination chez vous pour cette femme que vous connaissez désormais très bien après avoir passé des centaines d'heures à regarder ces interventions. Et c'est la question qu'on se pose pendant toute la lecture du livre, en tout cas que moi je me suis posée, c'est pourquoi a-t-elle basculé ? Pour commencer, j'aimerais dire que ça a bien tourné pour elle. Elle s'en sort bien. On pourrait en rire, mais elle a une plus grande audience que ce qu'elle n'avait jamais eu depuis les années 90. Ses livres se vendent bien. Elle en a plusieurs. Elle a écrit quelques livres sur ces théories dont nous parlons. Et je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle soit très influente dans les prochaines administrations Trump. Elle est très proche de Robert F. Kennedy Jr., que Donald Trump a nommé comme ministre de la Santé. Elle est partout. Pourquoi s'intéresser à elle ? Elle est très puissante à l'heure actuelle. Et ce que je pressentais lorsque je l'écoutais, elle et Steve Bannon, c'est que ça allait marcher. Enfin, je déteste dire ça parce que je n'ai pas envie que ça marche. Mais quand j'écoutais Bannon, j'avais vraiment l'impression d'assister à la création d'une nouvelle formation politique en temps réel.
Il s'est intéressé à elle dans le cadre de son Daily Show. Steve Bannon était le directeur de campagne de Donald Trump et son chef stratégique, jusqu'à ce que Donald Trump le vire par jalousie. Il a ensuite créé un empire médiatique très militant et très internationaliste. De ce qu'on sait, Bannon a été très actif en Europe et a construit ce qu'on appelle je crois qu'il appelle ça l'international nationaliste. Il a réuni Orban et Meloni, Vox en Espagne, et il entrelace tous ces projets d'ethno-nationalisme dans un seul et même projet. C'est un entraîneur. Et c'est un réseau. Ils apprennent les uns des autres leurs pires pratiques. Donc quand je les entends parler, elle et lui, dans son émission, en fait, j'écoute son émission parce que je trouve ça fondamental en matière de compréhension de la trajectoire de la droite. Je l'ai entendu utiliser des arguments que j'assimilais à la gauche parce qu'il s'intéressait de près aux médias, à la concentration des médias. Et certaines fois, il pouvait ressembler à Noam Chomsky ou à moi-même. Et je trouvais ça inquiétant qu'il dénonce les Big Pharma, même s'il le faisait dans un but de désinformation comme elle. Parce que je sais que ce sont des sujets majeurs. En tant que femme de gauche, je sais que ces sujets sont majeurs. Et je sais que la gauche a cessé d'en parler, de les placer au cœur de leur discours, et qu'il exploitait des sentiments très puissants et très réels. Que le système était truqué au détriment des travailleurs, que tout était fait contre vous. Et donc je ne qualifie pas Wolf de théoricienne du complot, car vous l'avez dit, il n'y a pas de théorie. Je la qualifie plutôt d'influenceuse du complot parce qu'elle passe de l'un à l'autre pour obtenir de la visibilité, des abonnés, pour construire sa communauté. Even though sometimes they contradict themselves. Parce que l'objectif n'est pas le complot, l'objectif c'est le pouvoir. Et ça a marché. C'est le mouvement qui vient juste de remporter les élections aux États-Unis. Et Bannon s'intéressait à elle parce qu'il avait compris que la grosse faiblesse de Donald Trump, c'était les femmes. Et il a compris qu'elle diffusait des messages sur la vaccination, la fertilité, les enfants à l'école et tout ce qui en découle. Il allait même jusqu'à la qualifier de mère en chef. Et il a pris ça très au sérieux. Pas parce qu'il est sérieux, mais parce que c'est l'électorat avec lequel il pourrait former une coalition. Et il a fait la même chose avec différentes minorités ethniques qui ont fini par voter pour Trump. Et je pense que ce qui m'a le plus agacé dans tout ça, c'est de me rendre compte que la droite envisageait plus sérieusement la politique de coalition que la gauche. En fait, on passe notre temps à se battre les uns les autres, à s'exiler mutuellement, alors que Steve Bannon, lui, essayait de trouver une manière de rassembler les gens. Donc j'ai étudié ce phénomène, parce que j'étudie la droite. Ça fait un moment que j'étudie la droite. Dans la stratégie du choc, j'ai étudié les climato-sceptiques. Et je pense que ces personnes sont sérieuses en ce qui concerne le pouvoir. Et beaucoup d'éléments nous le prouvent. Même si on les trouve parfois ridicules, on doit les prendre au sérieux. Vous avez commencé à l'évoquer à l'instant, vous décrivez dans votre livre une dynamique qui est assez troublante et qui est inscrite au cœur de ce que vous appelez la culture du trouble. Désormais, au lieu d'avoir des camps politiques qui seraient fidèles à des principes cohérents et intangibles, on se retrouve avec deux grandes catégories antagonistes de population qui se définissent en toutes circonstances que par leur seule opposition radicale. Et c'est ça vraiment le monde miroir, c'est vraiment qu'on interagit en fonction de l'autre monde. Et du côté des progressistes, par exemple, dès que les complotistes conservateurs, on peut les appeler comme ça, touchent quelque chose du doigt, eh bien les progressistes veulent plus en parler. Vous avez commencé à l'évoquer, ça peut être le pass sanitaire, ce qu'on appelait le pass sanitaire en France, les vaccins, même là, la concentration des médias. Par contre, dès que le courant progressiste dominant passe à côté d'une question, là, la droite conservatrice, les conservateurs, les complotistes, la considèrent avec la plus vive attention, notamment Steve Bannon. Et c'est vraiment le cœur de votre livre, c'est cette dynamique que vous décrivez, qu'on a pu observer vraiment de manière très vive et de manière très frappante aux États-Unis pendant la campagne présidentielle. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la gauche esquive à ce point des sujets qui sont pourtant des sujets centraux? Je ne suis pas la seule à avoir un double. La gauche en a un aussi. Il faut aussi comprendre que Giorgia Meloni est une sorte de double de ce qu'était autrefois la gauche en Italie, qui avait un pouvoir immense et qui s'opposait aux entreprises. Maintenant, elle a créé une sorte de jumeau maléfique. The big question is, why does the left has this behavior? Why is the left systematically avoiding certain topics when the conservatives are touching it?
C'est la raison pour laquelle le livre rassemble ces questions autour de la manière dont l'image de marque a eu un impact sur nous et nos mouvements. Parce que je pense que ces deux éléments sont interconnectés. Quand je dis qu'un mouvement doit agir comme une marque, ce que je veux dire, c'est qu'un mouvement doit agir comme une entreprise, qu'il doit toujours maintenir l'ordre, etc. Il est en quelque sorte menacé par les coalitions et la solidarité. Parce que si vous êtes une marque, vous voulez accentuer votre différence. C'est ce que font les marques. La coalition est une sorte de menace. Parce que sinon, vous ne recevez pas tout le mérite. Votre marque ne reçoit pas le mérite. Je pense que plus les mouvements et les individus au sein des mouvements ont absorbé la logique d'un certain hyper-individualisme, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que mouvement, plus nous avons agi ainsi, plus nos valeurs ont perdu en clarté. Et je pense qu'il s'agit vraiment d'un retour aux sources pour la gauche, où nous devons être très clairs sur ce en quoi nous croyons. Ce qui peut expliquer pourquoi on quitte la gauche, c'est parce qu'ils voient beaucoup d'hypocrisie. La gauche lutte-t-elle vraiment contre toutes les formes de discrimination? La gauche défend-elle vraiment l'égalité ou est-ce seulement pour certaines personnes? Et il y a d'autres groupes dont il est acceptable de se moquer, qu'il est acceptable de marginaliser. Et à chaque fois que cela est fait dans le monde miroir, on s'empare du sujet. Je me rappelle que lors de la pandémie, on s'est posé la question de si les personnes qui n'étaient pas vaccinées étaient vraiment françaises, si on les considérait vraiment comme des citoyens. Et il y a eu ce moment où Hillary Clinton a parlé de partisans pitoyables, ou plus récemment Joe Biden qui les a comparés à des ordures. Generalistic. You could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. Ça peut sembler être des petites bourdes, mais ça reste dans les esprits. On chasse les libéraux qui ont eu de tels propos. Et on projette l'idée que c'est ce qu'est la gauche. Des donneurs de leçons, des hypocrites. Hypocrites dans leur manière de vivre, mais aussi de traiter les autres. Ils disent se soucier du peuple, mais regardez comme ils sont méchants entre eux. C'est un élément qui va dans le sens de l'hypocrisie sur le plan individuel. Je vais juste donner un exemple. La gauche croit-elle à la liberté d'expression? Je ne suis pas sûre. Je n'en suis plus si sûre. Je sais qu'on peut s'énerver de voir son propre discours censuré. Si un orateur palestinien est censuré, ça nous énerve. Si un collègue se fait virer, je partage bien sûr la colère. Je crois que nous sommes dans une ère de néo-macartisme lorsqu'il s'agit de prise de parole sur la Palestine. Et nous devons lutter contre cela. Le problème, c'est qu'on part avec un désavantage, car on veut aussi se réserver le droit de censurer ceux avec lesquels on est en désaccord. Et c'est juste une excuse pour nous mettre à l'écart. C'est plus difficile de rejeter un mouvement qui a des principes clairs et précis sur la liberté d'expression, qui défend les droits humains et qui se bat pour le droit international humanitaire, peu importe ceux qui le violent. Si c'est clair, c'est plus facilement compréhensible pour les personnes extérieures. Quand on a l'impression d'adopter des principes quand ça arrange le plus notre parti et qu'on les oublie une fois leur effet passé, on nous ignore bien plus facilement. Et si en plus de cela, nous sommes pas tendres entre nous et que nous sommes méprisants et arrogants, alors ça ne me surprend pas que les gens passent à droite. Les moments où j'étais la plus inquiète en écoutant Steve Bannon et les médias de ce type, c'est quand ils semblaient avoir le même discours que nous et qu'ils se montraient inclusifs et bienveillants. Ce que j'aurais voulu voir davantage avec la gauche. Robert Francis Kennedy Jr., celui que Trump a nommé comme ministre de la Santé, le poste le plus important dans le domaine de la santé aux États-Unis, c'est un Kennedy. C'est le fils de Robert Kennedy et le neveu de John Kennedy. Mais lorsqu'il a commencé à diffuser de la désinformation en matière sanitaire, il a été sévèrement critiqué. Il a été pas mal attaqué par le New York Times. Et Steve Bannon lui a dit « Viens dans mon émission ».
et lui a donné une émission entière en lui disant « Regarde-moi, regarde-nous, on n'est pas d'accord sur tout, on vient de différents bords et on peut être en désaccord. On peut supporter l'opposition, on peut débattre. » Je ne crois pas forcément qu'il le pense vraiment. Ce n'est pas comme si je pensais que Steve Bannon était un type sympa. Mais je pense que c'est un stratège habile qui a compris que c'est exactement là où pêchait la gauche. Mais pourtant, la gauche le fait en France, notamment pendant les élections. C'est aussi le cas aux États-Unis. Il y a des alliances. Soudainement, on dit, justement, on dépasse ces désaccords qu'on peut avoir parce que la situation l'exige. C'est aussi quelque chose qu'on voit dans les médias où il y a quand même une diversité de personnes qui sont invitées. Pourquoi est-ce que ça marche pas quand c'est la gauche qui a cette attitude d'essayer de faire union? Ce n'est pas juste un désir de débattre, c'est le fait de créer une certaine culture où avoir des désaccords ne pose pas de problème. Vous pouvez être en désaccord sans être expulsé. Et je ne pense pas que ce soit... Je pense vraiment que les réseaux sociaux y sont pour quelque chose. Et qu'une certaine vigueur s'est perdue en étant simplement autour de personnes avec qui nous sommes en désaccord. Et je pense que ces personnes-là sont qualifiées ensuite de personnes problématiques, par exemple. Ça devient alors une excuse pour ne plus les écouter du tout. Je pense qu'il y a quelque chose avec les réseaux sociaux et ces plateformes où l'on peut se mettre sous silence les uns les autres, ce qui est devenu une habitude. C'est comme si on disait « ça m'énerve, je ne veux plus jamais voir cette personne », et ensuite on commence à le faire dans la vraie vie aussi. Je pense qu'on a trop abusé du terme cancel culture. Il y a des mots comme ça qui sont devenus des armes et qui ont différentes significations selon les personnes. Mais je suis convaincue que nous avons besoin d'être plus à l'aise avec le malaise. On doit faire la distinction entre la langue, qui est une vraie menace, parce que nous avons le droit, en effet, d'être à l'abri du harcèlement, des menaces, de la violence et des discours qui peuvent être dangereux. Mais lorsqu'il s'agit des discours qui nous mettent mal à l'aise, avec lesquels on n'est pas d'accord, je pense que nous devrions être beaucoup plus tolérants. Parce que je ne crois pas qu'on puisse lutter contre les attaques, les vraies attaques sur la liberté d'expression. Ça fait une semaine que je suis en France et j'hallucine quand je vois à quel point il est difficile de parler du génocide à Gaza dans les médias grand public. J'hallucine de voir des gens intimidés par les discours d'antisémitisme, un terme dont on abuse d'ailleurs. Je ne vois pas du tout de débat sain. Et je m'inquiète de la position de la gauche qui n'engage pas sérieusement cette bataille que nous devons mener pour la liberté d'expression. Pas pour son propre bénéfice, mais parce qu'un génocide est en cours et que nous devons pouvoir en parler. L'ensemble des institutions du droit international humanitaire est remise en cause. Nous devons être en mesure d'en parler. Mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas capables de mener cette bataille comme on le devrait. Parce que nous ne savons pas nous-mêmes si nous sommes vraiment engagés en faveur de la liberté d'expression et que nous ne savons pas quel est notre engagement en faveur du droit international humanitaire. Imparfait soit-il. Je pense que c'est tout ce à quoi on peut se raccrocher. Imparfait soit-il. C'est un héritage de la Seconde Guerre mondiale et je ne pense pas qu'on devrait le rejeter avec autant d'insouciance. Pour revenir à la manière dont l'extrême droite arrive à imposer vraiment ces thématiques, dans votre livre, vous évoquez une technique qui a été popularisée par le fameux Steve Bannon, dont on parle depuis tout à l'heure. Ça consiste en permanence à retourner l'accusation qu'on porte contre vous, contre la personne qui a prononcé l'accusation en premier lieu. Donc Donald Trump n'a pas arrêté de faire ça pendant la campagne aux États-Unis. C'est-à-dire que s'il était accusé d'être fasciste par Kamala Harris, eh bien lui-même accusait Kamala Harris d'être fasciste. C'est une technique, et vous le rappelez dans le livre, qui a également été utilisée par Vladimir Poutine quand il a envahi l'Ukraine. C'est qu'il a été accusé de commettre des atrocités en Ukraine. Et lui, il accuse les Ukrainiens de faire exactement la même chose en Russie. Donc en fait, tout est en permanence inversé et on a l'impression que tout devient relatif. Alors pourquoi relatif? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Et surtout, comment est-ce qu'on peut lutter, même en tant que journaliste, contre cette rhétorique? Quand il s'agit de querelles entre le Parti démocrate et le Parti républicain, ou entre les États-Unis et la Russie, c'est assez délicat parce qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans ces accusations. Par exemple, toute cette colère contre les ingérences russes lors des élections présidentielles américaines, les États-Unis ont eux aussi influencé de nombreuses élections dans le monde, y compris plusieurs fois en Russie.
Et je pense que le Parti démocrate était très vulnérable pendant ce cycle électoral avec Kamala Harris. L'argument central de leur campagne, c'est de dire que c'est une menace pour la démocratie. Et le récit dans le monde miroir, c'est « Attendez une minute ». Joe Biden a soigneusement choisi Kamala Harris pour lui succéder. Il n'y a pas eu de primaire. Cette candidate est sortie de nulle part et ça a relancé la campagne. Là où je veux en venir, c'est que les libéraux sont extrêmement vulnérables lorsqu'il s'agit de toutes ces accusations. Je ne pense pas qu'ils sont les meilleurs messagers pour lutter contre le fascisme, en particulier alors qu'ils livrent des armes au gouvernement israélien qui commet un génocide à Gaza. Avec cette élection, je n'ai jamais vu autant de choix aussi difficiles. Et je pense que dans la situation actuelle, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quel que soit le niveau d'engagement de la population envers la guerre à Gaza, par rapport au génocide à Gaza, l'une des réponses les plus pertinentes est venue de Gustavo Petro, le président de la Colombie, qui a dit très tôt que le Sud global voyait son avenir dans Gaza et que si on laissait la situation continuer, ce serait une réponse des riches aux pauvres qui sont déplacés à cause du changement climatique, à cause de l'intervention militaire, de la pauvreté et d'un mélange de tout ça. Je ne pense pas que nous puissions être témoins d'un massacre de cette échelle, à cette vitesse, et aussi documenté. Je ne crois pas qu'on ait pris le temps, on dit que c'est le premier génocide documenté, pour vraiment réfléchir à ce que ça impliquait, pour vraiment réfléchir à la dimension du témoignage. Quand vous consultez les archives de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des débats sur ce que savaient les Américains et sur le moment où ils ont su pour les camps de concentration d'Hitler. Vous regardez un bout de papier et vous voyez que dans le New York Times, on dit qu'il est en train d'ouvrir les camps. Il s'agit d'une toute autre échelle de connaissances. Lorsqu'on reçoit des vidéos de Gaza filmées par les Palestiniens eux-mêmes et par les soldats israéliens pour leur propre public, donc on a à Gaza une sorte de caisse de résonance où les Palestiniens tentent désespérément d'enregistrer les crimes de guerre dans l'espoir de réveiller le reste du monde. Et vous avez aussi les bourreaux qui montrent fièrement leur image chez eux à leur propre public. Certains qu'ils auront en plus beaucoup de j'aime. Nous sommes submergés par les preuves et nous sommes témoins ou choisissons de ne pas être témoins en sachant pertinemment que nous faisons ce choix-là. Les personnes qui filment aussi savent très bien qu'elles sont vues. C'est une dimension numérique étrange qui est accompagnée par l'expérience physique du monde réel, par l'inégalité des vies, de la capacité à vivre, de la mobilité. Mais ce qui est bizarre, c'est de voir sur les mêmes plateformes, lorsque vous allez sur les réseaux, vous voyez par exemple une vidéo d'une fillette de 7 ans à Gaza qui fait des vidéos de cuisine. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est vraiment remarquable. Elle a le rythme d'une influenceuse parce qu'elle nage dans les mêmes eaux numériques. Je ne pense pas qu'on se rende compte de ce que cela veut dire. Que nous sommes les témoins, des véritables témoins. Les messages envoyés par notre inaction et des événements comme la France qui accueille l'équipe de foot israélienne pour un match. Ce que ça dit à propos de la valeur de la vie et la manière dont on va l'interpréter pour les crises futures. Le précédent qui est créé ici. Donc ils ont perdu les élections à cause de leur hypocrisie insoutenable. Le parti qui livre des armes à Israël n'est pas le parti qui va défendre la démocratie, la liberté et les droits humains. But Donald Trump was even worse. He doesn't even pretend. Ça n'a pas vraiment d'importance car Donald Trump n'est pas président. Ce sont les démocrates qui sont au pouvoir. Ce sont eux les responsables. So you think they lost because they were in control? Je pense qu'ils ont perdu parce que la population ne voulait pas voter pour eux. Je pense que la colère dirigée contre eux est générée par différentes raisons. Par le sentiment de mépris, la sensation d'être pris pour acquis et leurs crimes de guerre. Il ne s'agit pas seulement de qui a voté pour Donald Trump. C'est qu'une partie importante de leur base électorale n'est pas allée voter pour un certain nombre de ces raisons.
On a besoin de lutter contre le fascisme, mais ce ne sont pas les personnes qui vont avoir la capacité et la force morale de lutter contre le fascisme. Et c'est pour ça que je suis dure avec la gauche. Yeah, you are very... Parce que seule la gauche peut lutter contre le fascisme. Mais ça doit être une gauche dont les valeurs et les principes moraux et éthiques sont cohérents. Ça doit être une gauche prête à créer des coalitions larges, robustes et solides. Nous devons agir ensemble et très rapidement. Le contexte qu'il y a aux États-Unis, l'élection aux États-Unis, on a eu l'impression que c'était un peu le futur de la France, en tout cas sur plein de points, ça se rejoignait sur le contexte médiatique, sur les positions qui pouvaient être prises politiquement. Est-ce que, selon vous, Kamala Harris, elle aurait pu faire une campagne différente et comment elle aurait dû faire une campagne différente? Je ne vais pas imputer la faute à Kamala Harris. Car je ne pense pas qu'elle aurait pu gagner cette élection. Pas parce que c'est Kamala Harris, mais parce qu'elle occupe le poste de vice-présidente d'une administration terriblement impopulaire. Et tous les sondages le disaient. C'était une élection qui appelait au changement. On l'a aussi vu pour les élections pour le Parlement européen. C'est un phénomène mondial. C'est un moment où on veut se débarrasser des perdants. Donc si les perdants sont le centre-gauche, c'est le centre-gauche qui partira. Ça peut être la droite, comme c'était le cas avec les conservateurs au Royaume-Uni, qui ont été rejetés et remplacés par le centre-gauche. Le problème, c'est que le Parti démocrate avait connaissance de tout ça. Et ils ont cru qu'il suffisait de changer le visage à la tête du parti, qu'elle pouvait se présenter sans changer le cap politique. On lui a demandé lors d'une interview, « Que feriez-vous différemment de Joe Biden ?» Elle n'en avait pas la moindre idée et elle a dit « Ah oui, je nommerai un républicain dans mon cabinet. » Il n'a pas fait ça. La condescendance de cette réponse et ce mépris pour les électeurs dans le fait de décider de simplement changer le président par la vice-présidente et prétendre que c'était un changement, c'était si gros que les électeurs se sont bien évidemment sentis méprisés. Certains ont préféré voter Trump, d'autres ne sont pas allés voter. Mais ils n'ont pas voté pour ça. Je ne pense pas que ça soit la question de Kamala Harris ou pas, mais plutôt le fait que c'était une élection qui appelait au changement. Joe Biden aurait dû se retirer bien plus tôt. Ils avaient besoin d'une primaire et ils avaient besoin de choisir quelqu'un qui avait une vision politique bien différente. Bernie Sanders avait complètement raison. Une sécurité sociale universelle, augmenter le salaire minimum, une prise en charge universelle des enfants, un embargo sur les armes pour Israël. On aurait pu mener une campagne de ce genre. Les personnes au pouvoir au sein du Parti démocrate étaient parfaitement au courant des questions qui faisaient l'objet des sondages. Mais ils n'ont pas choisi cette voie-là, non pas parce qu'ils ne savaient pas, mais parce que leurs donateurs ne voulaient pas. Donc on a des espèces de débats théoriques sur le pourquoi du comment ils n'ont pas fait ceci ou cela, mais il ne s'agit pas d'un simple débat théorique. La question de l'argent en politique, c'est savoir qui prend les décisions. Et ça sent la corruption à plein nez. Et c'est la raison pour laquelle la droite gagne. Parce qu'elle exploite. Je le dis dans le livre, les faits sont faux, mais les sentiments sont justes. Et le sentiment que l'extrême droite exprime, qu'il s'agisse de Giorgia Meloni ou de Steve Bannon et Donald Trump, c'est qu'on se fait avoir par le système. Tous ces gens, la classe de Davos, ont tout truqué. Et ils prennent toute la colère dirigée contre les élites, ils la récoltent pour la rediriger contre les personnes les plus vulnérables de notre société. En fait, leur principale solution n'est pas d'imposer une réglementation aux milliardaires et d'obtenir une société plus juste, mais plutôt d'expulser des millions et des millions d'immigrants. C'est fortifier les frontières, c'est licencier tous les enseignants qui soutiennent les jeunes trans. Ils ont pris la colère dirigée contre les élites pour la diriger contre les personnes les plus vulnérables. C'est pour ça qu'il est si urgent pour la gauche de proposer de véritables mesures. C'est ce que j'ai toujours dit à propos de l'image de marque. Si vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous promettez avec votre image, les gens se résoudront toujours à la contrefaçon. Parce qu'il y a un réel besoin. Vous consacrez tout un chapitre au ridicule. C'est un phénomène qu'on constate, encore une fois, là aussi en France. C'est ce contrôle que les conservateurs ont pris sur les mots. Et vous rappelez que parfois, les conservateurs et les complotistes sont trop ridicules pour être pris au sérieux, qui disent des choses tellement ridicules que même vous oscillez entre le rire et les larmes en traitant de ces sujets-là. Pourtant, vous écrivez, quand la figure du bouffon devient centrale dans la vie publique, ce ne sont pas seulement les stupidités proférées par ses représentants qui posent problème, c'est aussi leur capacité à rendre stupides
tout ce qu'ils touchent, y compris et surtout les mots dont nous avons besoin pour les décrire et expliquer ce qu'ils font. Comment s'opère ce qu'on pourrait qualifier de colonisation en fait du vocabulaire? Je pense que c'est lié à la façon dont les mots se sont dissociés du langage. Et cela revient aussi à la façon dont on se présente en ligne. Car il y a eu une certaine radicalisation du discours. Si vous pensez aux réseaux sociaux de gauche, tout le monde est anti-impérialiste, anticapitaliste. On est défini par un tas d'adjectifs. Mais je pense qu'il y a un manque total de clarté sur ce que cela signifie. Qu'est-ce que ça signifie adopter ce langage radical? Comment cela change-t-il tangiblement le monde? Est-ce lié d'une manière ou d'une autre aux tentatives d'encourager les gens à ce qu'ils changent leur situation matérielle? Tout devient absurde et beaucoup plus corruptible lorsqu'il ne s'agit que d'un langage fait de mots. Je pense que la seule façon de se réapproprier les mots, c'est de les réunir avec méthode. Je pense que nous pouvons récupérer un mot comme antifasciste aux fascistes, qui l'utilisent également, en nous organisant sérieusement contre le fascisme. Je pense qu'on sait comment s'organiser. Je pense qu'on doit renforcer notre pouvoir. Je pense qu'on doit sortir de nos bulles en s'éloignant un peu des réseaux. Nous devons construire un contre-pouvoir. D'une certaine manière, c'est ce que la droite a fait. Quand je dis que j'ai observé un mouvement politique en temps réel, ce n'est pas seulement les mots qu'ils employaient. C'était s'emparer du conseil de l'école locale. C'était se présenter aux élections locales. C'était s'organiser. C'était une sorte d'organisation à l'ancienne, de la base jusqu'au sommet. Et je pense que nous avons commencé à penser qu'on pouvait changer les choses simplement avec des publications. Il y a des manifestations, il y a des protestations qui ne sont pas liées aux structures qui les maintiennent. Ce que beaucoup ont observé à propos des réseaux sociaux, c'est qu'il est facile d'avoir une grande manifestation qui n'est pas totalement méritée. Parce qu'on peut appeler tout le monde à se réunir à un endroit. Et donc, il y a eu ces mouvements de mobilisation massive, comme les manifestations de Black Lives Matter en 2020, ou le Printemps arabe en 2011, ou MeToo. Ces moments où on a l'impression que tout le monde est soudainement d'accord, que tout change rapidement, mais ensuite ça disparaît aussi vite que c'est arrivé, parce que la structure n'était pas là pour soutenir l'opinion, les termes qui changeaient. Et c'est ce que je veux dire à propos du mouvement qui devrait agir plus comme des marques, par opposition aux structures du mouvement social, des organisations basées sur l'adhésion, qui délibèrent sur les politiques pour aboutir à... Ce travail de négociation qui finit alors par aboutir à une politique transparente. Les gens savent comment rejoindre des organisations. Ça commence déjà à être le cas depuis la fin des élections. Les sociodémocrates aux États-Unis, qui sont des organisations basées sur l'adhésion, qui dirigent des candidats insurgés au sein du Parti démocrate, ont vu leurs réunions pleines à craquer depuis l'élection. Parce que les gens se rendent compte que s'organiser en ligne ne suffit pas. On doit se retrouver face à face. On doit renforcer notre pouvoir. On doit construire notre stratégie. Et je pense que les syndicats font face à la même situation aussi. La question qu'on se pose, une fois qu'on vous écoute, c'est évidemment, on est d'accord avec tout ce que vous venez de dire sur la manière dont il faut unir des forces qui seraient progressistes, mais le problème, c'est celui que vous décrivez quand même dans le livre, tout le long du livre, c'est qu'on ne vit pas dans la même réalité, qu'il y a deux réalités parallèles qui sont en train de se construire et qu'il est de plus en plus difficile, en tant que citoyen, et peut-être même les gens qui nous regardent, de converser, d'avoir de vrais dialogues constructifs avec des gens qui sont dans une réalité parallèle où on peut même plus donner des faits, des chiffres et se dire qu'on est d'accord sur ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir à construire ce monde-là alors qu'on vit déjà dans des réalités qui existent, entre guillemets, qui sont des réalités très très différentes et des croyances que les personnes ont. C'est intéressant. Je ne suis pas sûre que la priorité soit d'avoir un débat avec des gens qui vivent une réalité totalement différente de la vôtre. Je pense que c'est important, mais je crois que la priorité absolue est de trouver comment avoir de véritables débats au sein de vos propres cercles. Parce que je pense que c'est peut-être différent en France, mais je peux vous dire qu'en Amérique du Nord, on a vraiment perdu l'art d'être en désaccord les uns avec les autres. C'est là où nous en sommes. S'il y a un désaccord, les gens sont tout simplement isolés. Il y a eu de grands désaccords idéologiques qui n'ont pas été abordés de manière constructive. Je pense qu'il y a une peur du désaccord, une crainte de ce qui pourrait se passer en cas de désaccord. Donc je pense qu'on devrait trouver une solution.
On devrait aller vers les parties les plus adhérentes de la gauche, avoir de grands débats publics, de véritables débats. Je sais qu'en France, vous appelez tout débat. Mais vraiment, quand nous ne sommes pas d'accord, mettons en avant nos meilleurs arguments. Et les gens pourront décider de ce sur quoi ils sont d'accord ou pas. Cela peut vouloir dire qu'il y a des divergences et que les gens s'opposeront, mais au moins, ils pourront choisir ce avec quoi ils sont d'accord. Il s'agirait d'être plus transparent sur la manière dont on arrive à prendre ces positions-là et ne pas nous contenter de déclarer que c'est la bonne ligne à adopter, qu'il faut suivre celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'extrême droite s'empare de ces... Ils utilisent déjà le fait qu'on censure et qu'on râle. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter de ça. Je pense qu'on devrait construire une culture qui est attrayante, qui donne l'impression de s'attaquer aux vraies crises avec de véritables solutions, et non avec ces fausses solutions de boucs émissaires et de haine que la droite propose. On devrait faire de la gauche un endroit où les gens pourraient avoir envie de passer du temps. On devrait s'y sentir accueillis, on devrait même pouvoir trouver ça amusant. Je ne dis pas qu'on devrait accueillir les discours de haine, mais je pense qu'on devrait accepter les désaccords. Ça devrait être un endroit où l'on ne devrait pas avoir peur de commettre des erreurs. Ça devrait être un endroit où il y a différentes sortes de rampes d'accès et où il n'est pas nécessaire d'être tout à fait à gauche avant de pouvoir rejoindre la gauche. Et cela ne veut pas dire que tout le monde à gauche a ce genre de conversation fondamentale. Parce que certains pensent être trop vulnérables, parce qu'ils sont trop en première ligne sur ces questions pour être exposés à des débats fondamentaux. Tout le monde n'est pas obligé de jouer ce rôle tant que quelqu'un le joue. Si vous avez un mouvement fonctionnel, alors les tâches varient en fonction de chacun. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Naomi Klein. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en anglais, sans voix de traductrice par-dessus et avec mes questions en anglais. Merci vraiment d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre, Le Double, Voyage dans le monde miroir, est disponible aux éditions Actes Sud. Je tiens également à vous remercier. Merci de m'avoir reçu et merci de construire ce type d'espace médiatique où vous tenez des débats de longue haleine et où vous expliquez les choses aux gens. On a besoin de plus d'espace comme celui-ci. Je vous remercie sincèrement. Blast recommandé par Naomi Klein. C'est tout ce que c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme pour celle avec Yanis Varoufakis, nous avons essayé de faire au mieux pour que cette interview en langue anglaise soit accessible à toutes et tous. Près d'1 heure d'entretien avec une figure intellectuelle de portée internationale, c'est vraiment le genre de contenu qui est compliqué à produire. Donc plus que jamais, si ça vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager autour de vous. Ça compte, ça fait vraiment la différence pour que l'émission soit la plus visible possible. Je vous rappelle enfin comme toujours que si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à bientôt.